nous avez posé quelques questions. Jean-Pierre, la première, loi de 2014 ou de 2018, le choix est-il possible par collaborateur ou pour l'ensemble de la société? Alors, l'ordonnance, elle n'est pas descendue dans ce niveau de détail. Donc, on pourrait se dire, ce qui n'est pas interdit est autorisé, donc vous avez le choix. En même temps, c'est les contrôleurs qui viendront dire s'ils acceptent le choix individuel ou action globale. L'option globale est quand même ce que l'on préconise quand on a ce type d'option qui est offert à une entreprise. Quand elle prend des options pour ses salariés, c'est des options collectives, c'est rarement des options individuelles. Moi, je conseillerais plutôt d'être sur une option collective, de faire un choix unique pour tous les salariés de l'entreprise. Qui sont ces contrôleurs d'ailleurs? Alors, ce sont les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle qui sont dans les directions régionales du travail, qui ont en charge le contrôle et eux seuls. C'est-à-dire que l'URSSAF n'a pas à le regarder, les impôts n'ont pas à le regarder, ça relève du contrôle de la formation. Ils sont peu nombreux, ils ne font jamais de contrôle de hasard, donc on ne va pas être sur quelque chose de systématique. Par contre, ce sera une arme et un outil chaque fois que, notamment, un inspecteur du travail aura un petit dialogue avec l'entreprise, éventuellement sur d'autres sujets. On pourra ramener ça sur la table parce que c'est ses collègues qui vont contrôler. Comment budgéter un accord CPF, sachant que sans l'abondement de la Caisse des dépôts, l'entreprise peut se trouver à abonder en grande partie et sans vision les formations? Oui, alors il faut le cadrer dans l'accord. C'est comme une politique d'abondement sans accord d'ailleurs. C'est-à-dire que l'entreprise n'est obligée à rien. Donc si elle souscrit des engagements, il faut qu'elle les calibre. Elle peut dire, je m'engagerai uniquement pour tel ou tel type de formation, voire pour telle formation précisément définie, si jamais les salariés la choisissent. Elle peut dire, je plafonne ou je limite mon abondement à X. Ou bien je plafonne l'enveloppe globale des abondements à X. Et donc, il n'y a pas d'explosion. Si on fait sérieusement les choses, on va pouvoir soit cadrer l'accord, soit cadrer la politique d'engagement et donner les limites au-delà de lesquelles l'entreprise ne s'engagera plus. Contrat pro, la réforme de l'apprentissage avec des coûts de contrat très intéressants ne va-t-elle pas obliger certaines branches à revoir leurs critères de prise en charge, contrat pro à la hausse? Eh bien, je constate plutôt l'inverse, c'est-à-dire des branches qui revoient à la baisse les contrats de professionnalisation ou qui vont décider que les contrats de professionnalisation, pour un même diplôme que l'apprentissage, seront moins bien financés. Alors ça pourrait paraître curieux, mais l'explication, c'est qu'il y a une très forte pression du gouvernement sur les branches professionnelles pour qu'elles développent l'apprentissage et que beaucoup font le choix d'aller dans ce sens et de faire en sorte que les entreprises privilégient, quand elles ont le choix, systématiquement l'apprentissage sur le contrat de professionnalisation. Donc je pense qu'on risque de voir beaucoup plus souvent l'inverse. Il y aura des financements pour les contrats pro qui seront inférieurs au financement dans le cadre des contrats d'apprentissage. Est-ce que la réforme prépare à la fin prochaine du contrat pro? C'est ce que l'on annonce. Moi, je ne le vois pas du tout à très court terme, peut-être moyen terme. En tout cas, jusqu'à la fin du quinquennat 2022, la réponse est non. On aura toujours les deux contrats parce que l'apprentissage, ce n'est que du diplômant. Les contrats pro, on a à peu près 100 000 contrats pro qui sont faits sur des qualifications, conventions collectives, sur des CQP. Et si on supprimait le contrat pro, on perdrait 5 000 embauches de jeunes. Je ne crois pas que ce soit un objectif pour le gouvernement actuellement. Très bien, Jean-Pierre. Une dernière question, parce que je sais que de nombreuses entreprises se posent la question, c'est qu'en est-il avec la certification des organismes de formation, des formateurs indépendants avec lesquels les entreprises sont amenées à travailler? Alors c'est très simple. La certification des organismes de formation, que ce soit des organismes, structures collectives ou des formateurs indépendants, n'est pas une obligation réglementaire. Si on se fait certifier, c'est soit pour des raisons commerciales, parce qu'on pense que pour ses clients, être certifié c'est un plus, ou alors pour une raison légale, c'est que si on veut accéder à des systèmes de tiers payants, on est obligé dorénavant d'être certifié. Donc, si la formation est financée par un OPCO, si elle est financée par le CPF, si elle est financée par un conseil régional, il faut que le prestataire de formation soit certifié. Mais pour les organismes, et notamment les indépendants qui travaillent avec des entreprises sur leurs fonds propres, avec les individus sans qu'ils utilisent leur CPF, il n'y a pas d'obligation d'avoir une certification qualité. Après, c'est un choix commercial. Donc, ce n'est pas une obligation réglementaire généralisée, c'est lié au type de financement avec lesquels on travaille, ou bien c'est lié à un choix que je préfère être certifié plutôt que non pour me différencier. Alors en même temps, se différencier quand on aura 40 000 certifiés, il faudra quand même compter sur autre chose. Très bien, merci Jean-Pierre. Avec plaisir. Merci de votre participation. Si vous avez des questions
N'hésitez pas à interroger votre consultant MyConnecting qui soit y répondra directement et s'il n'a pas la réponse instantanée, n'hésitera pas à aller la chercher et à vous l'apporter rapidement. À très bientôt.